Et je passe la parole donc à Yann Le Bohec pour vous parler de la frontière militaire de l'Empire romain. Merci mon cher Philippe. Et donc je commence tout de suite à vous parler de la frontière ou des frontières de l'Empire romain comme on veut, pendant les 4 siècles qu'a duré l'Empire. Alors la carte que vous voyez ici vous montre à l'évidence que cette frontière est extrêmement longue. Elle mesurait environ 7500 km si mes calculs sont bons. Et c'est évidemment quelque chose d'énorme à contrôler. Et je vous verrai tout à l'heure que c'est en fait en réalité incontrôlable. J'enchaîne tout de suite sur ce que disait Philippe Conrad à l'instant, sur le nom de cette frontière. Alors les archéologues, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont trouvé le mot limes, qui leur plaît beaucoup, mais comme ils ne connaissent pas le latin, pour la plupart d'entre eux, non, je suis méchant, hein, il faut pas croire tout ce que je dis, beaucoup ne connaissent pas le latin, donc ils ne le connaissaient pas ou pas bien, ils ont employé ce mot qui ne signifie pas du tout frontière. Le mot limes désigne un sentier à travers la forêt. Ça a pris un sens militaire pour désigner seulement un secteur défensif, pas du tout l'ensemble de la frontière, et très tardivement. Alors les Romains n'avaient pas eux-mêmes de mots très précis pour désigner cet ensemble. Il y a l'expression fines imperii, qui veut dire la limite de l'Empire, la frontière de l'Empire, mais qui ne correspond pas à cette frontière militaire, car à côté de la frontière militaire, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine d'après ma description. À côté de cette frontière militaire, vous avez une frontière politique, une frontière économique, une frontière culturelle, etc. Tout cela ne se recoupant pas nécessairement. Alors, la frontière militaire, que l'on appelle traditionnellement et à tort le limes, donc, est constituée pour l'essentiel de 4 éléments plus 1, qui sont consubstantiels. Le premier élément, ce sont les hommes, c'est-à-dire les légionnaires, les soldats de l'armée romaine, qui sont des fantassins lourds, une armée d'infanterie lourde, avec l'armement défensif qui comprend casque, cuirasse, bouclier, un armement offensif et on comprend surtout le couple glaive-javelot, le fameux glaivius, et le non moins fameux pilum. Ces soldats sont aidés par un deuxième élément qui est constitué par les routes. Voilà. Les soldats romains ne se déplaçaient jamais n'importe comment. Quand ils avançaient en opération, il fallait dégager le terrain devant l'armée, c'est-à-dire couper les arbres, arracher les buissons, etc., de façon à ce que l'armée puisse rester en bon ordre. Une fois que l'armée avait installé des points fixes, elle construisait des routes. Alors les routes de l'Empire n'étaient pas du tout ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'elles n'étaient jamais pavées, jamais dallées. Elles étaient constituées, comme vous le voyez, par d'abord une tranchée. Les ouvriers creusaient une tranchée. Ensuite, ils remplissaient cette tranchée avec de la terre, des cailloux, du sable, surtout s'ils en avaient, et ils lui donnaient une petite forme arrondie avec 2 rigoles de chaque côté, à gauche et à droite, pour permettre l'évacuation de l'eau et pour permettre de circuler en terrain sec. Vous voyez au milieu 2 petites encoches. Ce sont les encoches qui étaient faites pour les roues des chars qui empruntaient cette voie. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'une seule encoche, enfin il n'y a que 2 encoches, donc la place pour un seul char. Que se passe-t-il quand 2 chars se rencontrent face à face? Eh bien, les charretiers descendent, ils échangent des nouvelles sur le gouvernement, le climat, etc. Puis il y en a un qui se range sur le côté, qui laisse passer l'autre, et tout se passe toujours très bien. Ces routes, sous le Haut-Empire, à partir du moment où il y a eu une frontière, reliait des camps, des forts, forteresses, camps, comme vous voulez, qu'on peut appeler tout simplement des défenses ponctuelles, qui sont au second siècle construites sur un plan à peu près systématique. Vous avez devant vous un camp, qui est un camp légionnaire pour 5000 hommes. Alors ce que vous voyez, donc, c'est cette forme de rectangle avec des angles arrondis, 4 portes, et puis tout un ensemble de constructions qui permettent la vie en commun de ces personnages qui font que cette ville, ce camp
est en fait une vraie ville. Vous avez donc les hommes, les routes, les camps, et puis il y a un quatrième élément qui est très souvent oublié, ce sont les dieux. Les Romains sont persuadés que quand ils se déplacent sur le sol, il y a au-dessus d'eux des dieux qui les protègent. Mars pour les armes, Jupiter pour tout, chaque dieu a sa fonction. Alors, s'il y a des intellectuels de gauche dans la salle, ils vont me critiquer en me disant non, non, les Romains ne croyaient pas aux dieux, parce que c'est une idée qu'ils ont répandue depuis 1925, 2025, je ne sais plus. J'ai pas compris pourquoi ils ont pris ce parti, parce qu'il y a des tas de textes qui prouvent le contraire, et sans doute même n'ont-ils pas compris pourquoi ils l'ont pris. Enfin, s'il y en a dans la salle, ils m'expliqueront. 4 éléments. Et puis, il y en a un cinquième qui apparaît dans certaines circonstances, qui est, à côté des défenses ponctuelles que sont les forts, les camps, les tours, qui sont des défenses linéaires. C'est-à-dire des défenses qui peuvent être naturelles, les fleuves, le Rhin en partie, le Danube en partie, le Haut-Euphrate également, ou des défenses artificielles, alors qui sont beaucoup plus rares. Les plus connus, c'est le mur d'Adrien en Bretagne, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, alors c'est le fameux limès, donc le pseudo-limès, tel qu'il était conçu, avec une rocade, qui servait véritablement de frontière à l'Empire, des forts, des grands forts de légion, des grands camps de légion, sur cette rocade, ou près de cette rocade, des petits camps, des tours, et puis surtout des routes qui allaient dans tous les sens, en territoire ennemi, ou vers l'arrière du système défensif. Le mur d'Adrien en Bretagne, donc c'est un vrai mur en pierre, précédé par un fossé, longé par une route, et vous avez aussi, à un autre moment, le mur d'Antonin, qui lui est en terre et en bois, et en rondin, pour séparer la Bretagne romaine de la Bretagne indépendante, la Bretagne donc des Calédoniens, qui sont les ancêtres des Écossais, qui se sont toujours opposés aux Romains. Le document suivant vous montrera, voilà, ce que l'on appelle en Allemagne le mur du diable, parce que les Allemands au Moyen-Âge ont retrouvé cet ensemble, ont vu cet ensemble, et ils ont cru qu'il était impossible, ils ont pensé qu'il était impossible que des humains construisent ça. Ils se sont dit, bon, c'est le diable qui est descendu et qui a construit ça. Et ils ne savaient pas évidemment à quoi ça servait. Donc en réalité, ce sont les Romains qui ont construit un immense système défensif, depuis Mayence, à peu près, jusqu'au Danube, pour protéger leur empire. Mais, que ce soit le mur d'Adrien, le mur d'Antonin ou d'autres défenses, ce système n'est jamais infranchissable. Il faut d'abord comprendre que les archéologues, ils font croire que je leur en veux, mais ça n'est pas méchant de ma part, ce sont des savants très utiles et que j'utilise beaucoup. Les archéologues utilisent des documents qui représentent tout ce qu'on a trouvé sur un pays, sur une région, sur un endroit. Autrement dit, ce que nous voyons, c'est le résultat final, c'est ce que l'Empire romain a laissé comme héritage. Et en réalité, ce système défensif est le fruit d'une très longue série de constructions. Alors, tout à fait à gauche, donc vous avez le système défensif au lendemain de la conquête de l'île de Bretagne, conquête qui a commencé en 1943. Ce système défensif est en place vers 55, 60, 65. Vous avez seulement 3 grands camps légionnaires, Caerleon, Chester et York, et un système routier que je n'ai pas jugé utile d'ajouter pour ne pas compliquer le système. Ensuite, sur l'image du milieu, vous avez le système défensif tel qu'il a été mis en place à l'époque d'Adrien, c'est-à-dire qu'on a les 3 camps et un mur qui coupe la Grande-Bretagne en deux sur environ 120 km. Et puis tout de suite après, au temps d'Antonin le Pieux, on a un deuxième mur plus étroit, plus court, qui fait seulement 60 km, et situé plus au nord.
Et puis après Antonin le Pieux, on ne sait pas pourquoi, personne n'a compris, on n'a pas d'explication. Les Romains utilisent tantôt un mur, tantôt l'autre, tantôt les deux. Il y a une espèce de va-et-vient un peu étonnant. Le résultat est que cette frontière, du point de vue militaire, est extrêmement variée d'une région à l'autre de l'Empire. Il y a en gros deux grands systèmes, que l'on appelle le système européen et le système oriental, et en réalité, il y a autant de systèmes qu'il y a de régions différentes. Alors, le système européen lui-même présente des différences. Vous avez le cas de la Bretagne ici. Dans le cas de la Bretagne, vous avez 3 camps. Et il y a un mur. Le mur est séparé, il est à au moins 120 km du camp le plus septentrional qui est York. Et il est à des distances bien plus grandes de Chester et Caerleon. Quand le mur d'Antonin est mis en place, la distance entre le camp et le mur est encore beaucoup plus grande, plus de 200 km. Si nous étudions, voilà, le cas de la Germanie, vous avez en réalité, en Germanie, 2 systèmes différents. La partie inférieure du Rhin, ce qu'on appelle la Germanie inférieure, utilise le Rhin comme barrière pour empêcher les barbares de passer, et il y a 2 camps seulement, ça n'est pas sur ces documents, il y a 2 camps seulement qui sont juste sur le Rhin, Cologne et Xanten. Sur la Germanie supérieure, vous avez 2 camps, et cette fois-ci un mur. Le Rhin n'est plus utilisé comme frontière militaire. Ce mur, donc, c'est le mur du diable dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette immense défense linéaire. Et les camps sont Mayence, Strasbourg, très à l'écart de la frontière. Alors en Germanie inférieure, en Germanie supérieure, il y a eu 8 camps au début de l'époque impériale, c'est-à-dire à l'époque d'Auguste, tout de suite après le désastre du Teutobourg. Donc, en 9 après Jésus-Christ, une armée romaine qui avait pour mission de conquérir la Germanie transrhénane, entre le Rhin et l'Elbe, est tombée dans une embuscade, 20 000 hommes ont été tués, le commandant d'armée a été tué, et à partir de ce moment-là, l'empereur Auguste, a décidé que cette Germanie ne devait pas être conquise, ne pouvait pas être conquise, et on s'est arrêté là, du côté de la Germanie. Et Auguste a mis 8 des 25 légions de l'Empire, c'est-à-dire un tiers de l'armée impériale, derrière le Rhin, parce qu'il croyait que les Germains allaient envahir la Gaule, puis l'Italie, puis piller Rome. Or, les Germains avaient réussi à s'unir pour chasser les Romains de leur territoire, et une fois que les Romains ont été vaincus et ont évacué leur territoire, eh bien, ils sont revenus à leur sport favori, qui était de faire la guerre les uns aux autres, et plus contre les Romains. Alors petit à petit, donc, les Romains se sont rendus compte qu'effectivement les Germains n'étaient pas menaçants, n'étaient plus menaçants, donc les légions sont parties les unes après les autres, et on est passé d'une armée de 8 légions à une armée de 4 légions, donc Strasbourg et Mayence, pour la partie qui nous concerne ici. Et puis vous avez, donc ça c'est le modèle européen, et vous voyez qu'entre la Bretagne, la Germanie inférieure, la Germanie supérieure, il y a des différentes organisations. Vous avez par ailleurs ce qu'on appelait le limes de désert. Ce qui est intéressant en Syrie, ça a été découvert par un prêtre français, le père Poitevard, qui était aviateur pendant la guerre de 14-18, dans l'armée française. Ensuite, il a été envoyé en Syrie, après la guerre, pour exercer son ministère. Et comme il était passionné d'aviation, il avait découvert l'aviation en 14-18, il est resté aviateur en Syrie et il a fait de l'archéologie, il a inventé l'archéologie aérienne. Et il a laissé un très gros livre extrêmement important sur l'archéologie de la Syrie, qui a montré que le système défensif de la Syrie reposait sur une organisation totalement différente. Il n'y a aucune défense linéaire. Il y a 3 camps légionnaires qui sont tous les 3 installés près de grandes cités, pas de défense linéaire, nulle part, ni fleuve, ni mur, ni rempart, sauf le Haut-Euphrate, et l'idée était très simple.
qu'est-ce qu'il y a au-delà de la Syrie? Il y a un immense désert. Donc, pour empêcher les barbares, les ennemis de franchir ce désert, c'est-à-dire concrètement les Iraniens, le système est très simple. Il suffit de mettre autour de chaque point d'eau, de chaque puits, de chaque oasis, etc., de mettre un petit rempart avec une dizaine de soldats. Si les Germains arrivent, on laisse à la disposition des soldats un esclave ou un chien, on tue l'esclave ou le chien, on jette le corps dans le point d'eau, et le point d'eau devient inutilisable, et les ennemis ne peuvent plus traverser le désert. C'est le système de Syrie. En Égypte, on trouve un autre système encore très différent. L'armée romaine a été installée au début de l'Empire à Alexandrie, et elle y est restée pendant tout le temps de l'Empire romain. Mais au début de l'Empire, il y avait 3 légions, puis on en a eu 2, puis une. C'est comme en Germanie. Au début, on s'imaginait qu'il y avait des ennemis puissants au sud, et puis on s'est rendu compte que finalement, ils n'étaient pas si puissants que ça. Donc on a diminué les effectifs, et au IIe siècle, il n'y a plus qu'une légion à Alexandrie. Alors, cette légion, évidemment, ne peut pas contrôler toute l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? C'est une grande oasis. Le Nil, en fait, n'est rien d'autre qu'une oasis. Et puis, il y a des petites oasis de part et d'autre du Nil, à l'est comme à l'ouest, et la plus grande de ces oasis étant le Fayoum. Alors, dans ce cas-là, les Romains avaient surtout besoin de se déplacer, et donc ils ont mis une série de postes le long du Nil, et ils en ont mis le long des routes qui reliaient le Nil à la mer Rouge, ou qui reliaient le Nil aux oasis de l'ouest égyptien. Et alors, le long de ces routes, vous avez tous les 25, 20, 25, 30 km un point d'eau. C'est une citerne, c'est un puits. Dans certains cas, il était certainement très difficile d'avoir de l'eau, et l'eau était, là encore, un élément très important. Il y a une équipe d'archéologues français, vous voyez, je dis du bien des archéologues quand même, de temps à autre, qui a fait un travail tout extraordinaire sur la route qu'on appelle la route de Myos-Hormos. C'est une route qui relie le Nil à la mer Rouge, au port de Myos-Hormos, et ils ont bien montré que, découvert tout au long de cette route, tous les 20-25 km, un point, une petite gare, un petit poste militaire avec un point d'eau pour permettre aux soldats de se déplacer. Pas de défense linéaire en Égypte non plus, pas plus qu'en Syrie, ça ne sert à rien. Alors en Afrique, c'est le Maghreb actuel, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, le Maroc est un cas un peu particulier, et la partie occidentale de la Libye, ce qu'on appelle la Tripolitaine. Alors dans cette région, les Romains ont installé une série de postes militaires. Il y a une seule légion en Afrique. Et alors, si vous réfléchissez bien, au IIe siècle, vous avez une légion en Afrique, une légion en Égypte, une en Afrique. Il n'y a que 2 légions pour la frontière méridionale. Ce qui veut dire que cette frontière, sur 25 légions en tout. Ce qui veut dire que cette région était très peu menacée par les barbares. En fait, l'Afrique du Nord, le Maghreb des Romains, c'est un peu le désert des Tartares. Vous avez des légionnaires qui attendent des ennemis qu'ils n'ont jamais vus venir. Et ils les attendaient à travers le désert, ils ne les ont jamais vus venir, ils ne savaient pas ce qu'il y avait au sud. Donc il y a un grand camp. Le grand camp au IIe siècle est installé à Lambèze, qui est à l'heure actuelle, c'est un tout petit village qui se trouve au pied nord de l'Aurès, qui permet de surveiller l'Aurès, les hautes plaines de l'Algérie. L'Aurès est à cette époque une région à peu près totalement déserte, qui est peuplée petit à petit par des vétérans et occupée par quelques petites garnisons. Donc c'est la situation inverse de celle que les Français ont connue quand ils ont conquis l'Algérie, et puis pendant la guerre de 54 à 62, où l'Aurès était au contraire une région très difficile à traverser. À l'époque romaine, au contraire, c'était une région de sécurité qui permettait aux garnisons de se protéger. Puis petit à petit, ils ont entouré l'Aurès par une route, avec quelques camps qui étaient au sud. Là, justement, ils ont construit une petite barrière au sud de l'Aurès pour empêcher des ennemis venant du Sahara, traversant le Sahara, de s'approcher. Puis, ils ont construit une série de forteresses
en Tripoli, dans le sud tunisien actuel, dans la Tripolitaine actuelle aussi, et avec parfois, pour barrer les cours d'eau, les vallées des cours d'eau, pardon, des petits murets, des petites murailles qui les empêchent de passer. Voilà ce qu'est cette défense du point de vue purement militaire. En réalité, elle est complétée par des éléments humains qui sont les civils. Les militaires, après tout, ne sont jamais que des civils en uniforme et ils ont besoin de civils pour les accompagner. Il y a donc des civils sur la frontière militaire, en arrière de la frontière militaire et aussi au-delà de la frontière militaire. Alors sur la frontière militaire, il y a ces gens qu'on appelle des indigènes. J'aime pas trop ce mot parce que ce sont tous des gens qui ont plus ou moins bougé à leur époque. Ce sont surtout des femmes qui sont attirées par la perspective d'avoir un beau mari bien costaud et d'avoir aussi les revenus pas mensuels mais trimestriels que l'État donnait à ce beau militaire. Ce sont des gens qui seront plus des commerçants, des artisans qui peuvent travailler pour l'armée. Donc il y a une très forte imbrication entre ces civils et les militaires. Et par conséquent, comme les militaires sont très romanisés, les civils se romanisent eux aussi très fortement. C'est-à-dire qu'ils parlent le latin, tout le monde parle le latin, c'est la langue de commandement. Donc ça, on ne peut pas donner il est interdit dans l'armée romaine de donner un ordre dans une langue autre que le latin. Même le grec, qui est une langue très estimée, ne pouvait pas être utilisé comme langue de commandement dans les camps. Donc tous ces gens parlent le latin. Les soldats sont d'abord les premiers soldats à l'époque d'Auguste, au début du 1er siècle, sont des Italiens, puis viennent des provinciaux, mais toujours des provinciaux romanisés, des gens qui parlent le latin. Alors romanisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment d'abord parler le latin, ça veut dire régler les conflits par le droit romain quand il y a des conflits entre personnes, ça veut dire porter la toge les jours de fête, ça veut dire faire la cuisine à l'huile. C'est très important la cuisine à l'huile. Les légionnaires qui étaient en Bretagne n'avaient pas d'huile sur place, hein. Ceux qui étaient sur le Rhin non plus, ils la faisaient venir du sud de l'Espagne parce qu'on ne faisait pas la cuisine autrement qu'à l'huile quand on était civilisé. La cuisine au beurre, c'était abominable, c'était les barbares qui faisaient ça, et même les Gaulois ne la faisaient pas tellement au beurre d'ailleurs, qui était un produit assez rare. Ils utilisaient beaucoup le saindoux pour leur cuisine, plus un certain nombre d'autres éléments donc, qui faisaient la latérité. En arrière de l'Empire, en arrière de la frontière militaire, c'est-à-dire par exemple dans la Gaule, la Gaule lyonnaise, dans la région de Lyon, de Ludèce, les Ludétiens étaient des barbares arriérés à cette époque, il y a une population qui était totalement libre de ses choix culturels. Les gens pouvaient s'organiser en cités de tradition gauloise, il y avait des cités avec Vergobret, ils pouvaient donner des noms gaulois à leurs enfants, sauf Vercingétorix, c'était pas trop aimé, mais bon, il y avait des Astérix, des Obélix, etc. Ils pouvaient honorer leurs dieux. Alors là, les dieux romains, les dieux gaulois ont connu un succès énorme à l'époque romaine, et tellement d'ailleurs qu'ils sont mieux connus à l'époque romaine qu'à l'époque de l'indépendance, parce que les Romains ont donné aux Gaulois des modes d'expression que les Gaulois n'avaient pas auparavant. Je veux dire que tous les temples en pierre qu'on connaît sont d'époque impériale, d'époque romaine. Les Gaulois en construisaient peu et construisaient des temples en terre. Donc vous avez une population provinciale qui, elle, est plus ou moins romanisée et que l'État romain respecte. Vous voulez parler le gaulois, ben, parler le gaulois, ça ne nous dérange pas. Vous voulez honorer telle déesse, tel dieu gaulois, honorez-les, ça ne nous dérange pas. En revanche, si ces Gaulois voulaient des promotions, voulaient devenir citoyens romains, c'est-à-dire avoir des avantages, payer moins d'impôts, être privilégiés en justice, etc., il fallait qu'ils se romanisent et qu'ils le demandent. La naturalisation n'allait pas de soi à l'époque. Et puis, de l'autre côté de l'Empire, vous avez les barbares. Alors le mot barbare est un mot qui, au début de l'époque impériale, est un mot neutre, qui n'a aucune valeur, aucun contenu péjoratif. Barbare, c'est une onomatopée, ce sont des gens qui disent barbare, 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 c'est-à-dire quelque chose que je ne comprends pas. C'est ainsi qu'ils étaient appelés, aussi bien par les Grecs que par les Romains d'ailleurs.
Et cette frontière était perméable, évidemment, mais elle était contrôlée. Si on retrouvait les cas, enfin, si on, c'est pas la peine, les camps, par exemple, le mur d'Adrien en Bretagne a été très bien étudié. Il y a régulièrement des portes, mais près des portes, il y a un camp. Autrement dit, quand un Breton, un Écossais voulait descendre vers la Bretagne romanisée, il passait par cette porte, et des soldats le regardaient, ils s'assuraient qu'il ne transportait pas avec lui des armes ou des produits dangereux. Donc, en fait, peu de gens, peu de barbares traversaient le Limès. Ils le faisaient pour des raisons professionnelles et ils rentraient chez eux. Parce qu'à l'époque, les gens préféraient être pauvres, un Germain préférait être pauvre en Germanie qu'être riche en Gaule lyonnaise. Ils restaient chez eux. Et puis, les choses ont changé au cours du IIIe siècle. Au cours du IIIe siècle, les barbares, les Germains notamment, prenons l'exemple des Germains si vous voulez, les Germains se sont organisés en ligue, sont apparus les Francs, qui ne sont pas un peuple nouveau, qui sont une nouvelle organisation de peuples barbares, sont apparus qui a été situé sur le Rhin inférieur. Sur le Rhin supérieur, on trouve les Alamans, qui ne sont pas non plus un peuple nouveau, mais qui sont une confédération de peuples anciennement installés à cet endroit. Et à partir du IIIe siècle, profitant d'un affaiblissement de l'armée impériale, qui est lié à des conditions économiques, les soldats n'étaient plus payés régulièrement, étaient mal payés, mal entretenus, etc. Les Germains, Francs et Alamans, ont découvert qu'ils pouvaient traverser la frontière, piller la Gaule, qui était riche, et ils rentraient chez eux, ils ne restaient pas en Gaule. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les Germains, les barbares, sont devenus des ennemis, des agresseurs, des gens cruels, et le mot barbare a pris un sens péjoratif. Ce sont les pillards. Alors, pourquoi cette armée romaine est-elle devenue faible? Eh bien, mon explication, c'est la mienne, celle à laquelle je tiens et que je défendrai, c'est que les empereurs du début du IIIe siècle, Septime Sévère, Caracalla, Maximin, ont commis une énorme faute qui s'explique par leur ignorance. Ils ont voulu s'attacher les soldats, ils ont augmenté les salaires sans retenue. Quand le procurateur qui était chargé des comptes venait voir l'empereur en lui disant « mais je n'ai pas les moyens de payer des salaires pareils », l'empereur lui répondait « je m'en fiche complètement, c'est pas mon problème, c'est le tien, débrouille-toi ». Alors que faisait le procurateur? Il mêlait du métal vil au métal précieux. Autrement dit, il créait une forme d'inflation. Et cette inflation est devenue énorme vers les années 235-240. Les soldats étaient payés avec de la monnaie de singe. Donc les jeunes gens compétents, capables, intelligents, essayaient d'aller gagner leur vie autrement qu'en entrant dans l'armée. Surtout qu'avec les agressions des Germains, la vie devenait beaucoup plus dangereuse, le métier devenait beaucoup plus dangereux. Il ne s'agissait pas seulement de défiler, il s'agissait aussi de se battre contre des barbares que les Romains jugeaient comme un petit peu fous. Donc, le métier est devenu plus dangereux, moins bien payé, et les soldats étaient donc de moins bonne qualité. Avec le temps, Philippe Conrad parlait de la réorganisation de Dioclétien et de Constantin Ier. Effectivement, il y a eu une réorganisation de l'armée. C'est-à-dire que l'État romain a augmenté les effectifs et a augmenté les constructions, mais des constructions plus petites pour des unités qui étaient plus petites. En résumé, c'est aussi une chose à laquelle je tiens, c'est que l'armée romaine du IVe siècle est une armée qui est une armée de quantité, beaucoup plus qu'une armée de qualité, ce qu'elle était sous le Haut Empire. Et j'ai la faiblesse de croire, vous pouvez être d'accord avec moi, que la qualité l'emportera toujours sur la quantité. Alors, donc, au début du IVe siècle, malgré tout, tout va mieux. Pourquoi? Il y a moins de raids. Pourquoi? Est-ce parce que l'armée romaine est de nouveau efficace? Non, elle est aussi nulle qu'elle l'était au IIIe siècle. Tout simplement, elle est devenue, elle a profité d'un moment de tranquillité parce qu'il y a moins de raids, les Germains étaient occupés ailleurs, ils se battaient entre eux, et puis arrivaient de l'Est des gens qui étaient encore moins sympathiques que les Germains, c'est-à-dire les Huns,
il fallait s'opposer à ces braves gens. Et puis à la fin du IVe siècle, il y a une crise qui est générale. L'historien Ammien Marcellin, qui était un païen et un des auteurs, des écrivains les plus remarquables, les plus intelligents qu'ait connu Rome, à mon avis, c'est le meilleur historien que Rome ait connu. Ammien Marcellin dit vers 375 après Jésus-Christ, partout sonnent les trompettes de la guerre. Les ennemis, les barbares attaquent de partout, les Germains, les Iraniens, les Huns qui arrivent, et puis non seulement les Germains qui étaient anciennement installés là, mais d'autres Germains qui arrivent de plus loin, les Burgondes, les Vandales, etc. Le résultat est qu'au début, en 406, les Vandales, les Alains et les Suèves franchissent le Rhin. Plus personne ne peut les arrêter. Pendant 3 ans, ils pillent la Gaule, ils saccagent la Gaule. Ils vont s'installer ensuite en Espagne, puis ils sont chassés, ils vont en Afrique. En 410, 4 ans après, les Goths entrent en Italie. Ils sont repoussés une fois, repoussés 2 fois, etc. Bon, ils finissent par entrer, par y entrer. En 410, ils pillent la ville de Rome. Leur objectif était d'aller en Afrique. Donc ils longent toute l'Italie, ils passent par Rome, ils pillent la ville, ils tuent des gens au hasard pour se détendre, ils violent les femmes, y compris les religieuses, c'était de bons chrétiens, pourtant dit saint Augustin. Ils ont incendié, ils ont commis toutes les horreurs que vous voulez. Et puis quand ils sont arrivés dans le sud de l'Italie, ils se sont rendus compte que les vaisseaux qu'on leur avait promis pour passer en Afrique n'étaient pas présents. Ils sont remontés, ils ont replié Rome une 2e fois en passant. Ils sont allés s'installer dans le sud de la Gaule, en Aquitaine d'abord, puis en Espagne, ce qui a amené le départ des Vandales vers l'Afrique. L'Occident romain, en 410, n'existe plus. C'est-à-dire que quand la frontière est percée, 406, quand la capitale est prise, l'État n'existe plus, il est détruit. 410, fin de l'Empire romain d'Occident. Il existe peut-être un empire romain d'Orient, j'avoue que je n'en suis pas très sûr, mais enfin beaucoup de mes collègues le pensent. Un empire qui parle grec, est-il romain, dont la capitale est Constantinople, est-il romain? Je leur laisse le soin. Alors, le résultat est qu'au cours du IVe siècle, les pierres se sont multipliées, les hommes aussi, mais la quantité a été privilégiée au détriment de la qualité. La valeur des soldats a décliné, et alors les dieux se sont détournés des hommes, et l'Occident a disparu. Merci.